Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. Le 22 juillet dernier, souvenez-vous, les populations de Bouaké organisaient une marche pour protester contre le coût élevé de l'électricité. Une marche qui s'est achevée dans la violence avec le pillage et la destruction de certaines infrastructures dans la ville. Des actes regrettables qui ont amené les populations à initier une cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Était présent à cette cérémonie le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement. Reportage RTI Bouaké. 10h25, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le ministre chargé des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara, sont accueillis à l'aéroport de Bouaké. Les deux personnalités viennent prendre part à la cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Une cérémonie qui se situe 2 semaines après les violentes scènes de chaos liées aux manifestations contre le coût élevé de l'électricité. Un détour pour constater l'ampleur des dégâts précède toute chose. La préfecture des régions, l'agence CIE de Dougouba, le conseil régional, le domicile du premier maire de Bouaké, Feu Djibo Sonkalo, sont désormais des lieux sinistrés. Voici ce pourquoi Bouaké demande pardon. À genoux, les députés Bema Fofana, Jean-Louis Abounois et tous les leaders de jeunesse demandent pardon avec la bénédiction des chefs traditionnels, de communautés et des religieux. Prenant la parole, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, invite les jeunes de Bouaké indexés dans les casses à se ressaisir et à emprunter la voie de l'émergence adressée par le chef de l'État. Chers jeunes, plus jamais ça. Le président vient d'engager des travaux importants pour le pays. Au niveau de Bouaké, au mois de novembre, on va démarrer l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Aujourd'hui, tout le monde est témoin, il faut être de bonne foi. Même si chacun n'a pas encore ressenti à son niveau les bienfaits du travail du président Ouattara, tout le monde est unanime pour dire que nous sommes dans la bonne direction. Représentant le chef de l'État, le ministre chargé des Affaires présidentielles apprécie ce pardon qui permet à Bouaké de se réconcilier avec lui-même. Le président de la République invite chacun et chacune de vous à renoncer à la violence sous toutes ses formes, à protéger les acquis, fruits de nos efforts collectifs. Je souhaite que cette cérémonie de pardon soit pour la population de Bouaké le symbole d'un nouvel engagement, celui de renouer définitivement avec la non-violence. Les ministres Kandia Kamara et Paul Kofi Kofi ont pris part à la cérémonie de pardon à la République et de soutien au chef de l'État. Ils sont également témoins de cette nouvelle page qui s'ouvre pour Bouaké. Depuis le 30 juillet dernier, 30 juillet 2016, plus aucun infiltré dans le parc national du Mont Péko, selon une évaluation provisoire des autorités en charge de la question. Le comité de coordination élargi s'y est rendu ce 4 août après l'évacuation du parc vers les villages riverains désormais surpeuplés. Il faut maintenant envisager l'intégration de ces ex-infiltrés. Ils sont plus du double de ceux recensés dernièrement. Une énorme pression d'accueil qui commence déjà à enregistrer des urgences sanitaires. Christelle Menon. 30 juillet 2016, c'était la date butoir donnée aux 20 000 infiltrés recensés en 2014 dans le parc national du Mont Péko. Au final, les 7 sous-préfectures riveraines du parc ont accueilli plus de 52 000 ex-infiltrés. Ce 4 août, pour évaluer la situation, des membres du comité élargi de coordination se sont rendus à Bagowo. La sous-préfecture a accueilli à elle seule plus de 26 000 déguerpis. Les communautés sont disposées à les accepter sur leur terre, mais elles s'inquiètent de l'insuffisance des services sociaux de base. Pour pallier à cela, Madame la ministre, voici les doléances que tous les chefs de villages d'accueil vous soumettent. Construire des centres de santé, construire des salles de classe et renforcer ceux existants en table-banc. Construire des pompes hydrauliques dans tous les villages d'accueil, surtout dans les centres de santé. Renforcer les villages d'accueil en ville et non-ville, car les déguerpis sortent du parc complètement démunis. Plus aucun revenu pour les ex-infiltrés du parc et une situation d'urgence qui se fait déjà ressentir. Un infiltré déjà, c'est un hors-la-loi.
On ne demande pas de dédommagement parce qu'on n'a pas raison, mais simplement qu'il y ait un appui pour nous aider à traverser cette période difficile. On demande une assistance sanitaire pour les personnes malades, surtout les femmes et les enfants. Sur place, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a fait des dons en vivres, du riz, de l'huile et du sel pour les déguerpis et les riverains. Les partenaires onusiens ont promis de participer à cet élan humanitaire. Je voudrais adresser toute ma gratitude aux agences humanitaires qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce processus si sensible, mais si important pour le gouvernement ivoirien. Un processus qui heureusement se déroule sans incident majeur. Je voudrais souligner également que la préservation de la cohésion sociale après cette phase de déguerpissement doit être la priorité de tous. C'est une question de sécurité et de cohésion sociale, mais aussi d'environnement. Pour Maria Toukoné, s'adressant aux ex-infiltrés, pas question de retourner dans le parc ou d'infiltrer les autres parcs et réserves qu'abrite la Côte d'Ivoire. Je voudrais vous encourager à tourner définitivement, je répète, définitivement le dos à l'exploitation illégale des forêts classées, des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Libérez-vous des chaînes de manipulation qui vous exhortent à résister aux décisions de l'État en prétendant que la décision pourrait changer. Ça ne va pas changer. Être dans le parc, c'est faire du mal à la Côte d'Ivoire. 34 000 hectares de forêt primaire, un des poumons verts de la Côte d'Ivoire. Ces infiltrations du parc national du Mont Péco à des fins agricoles ont provoqué de grosses disparités du couvert forestier et menacé des espèces endémiques telles que l'éléphant nain, selon l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il y va de la pluviométrie en Côte d'Ivoire et de la préservation de la plus grande biodiversité d'Afrique francophone. La Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire, la CAFSI, veut contribuer à l'assainissement du cadre de vie des populations. À cet effet, elle a lancé jeudi dernier dans les communes de Cocody et Treichville une opération dénommée Panneaux propres. Cette opération consiste à débarrasser les panneaux publicitaires et affiches apposés de façon anarchique sur les feux tricolores et autres supports. Cette action s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la propreté initiée par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Aurélia Drocula et Grace Kando pour le point. Panneaux publicitaires, poteaux électriques, arrêts de bus, feux tricolores, ces différents supports sont souvent utilisés abusivement pour faire passer certaines annonces ou informations. Pour accompagner l'action du gouvernement dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire initie une opération Panneaux propres. Elle vise à déshabiller les affichettes apposées sur les mobiliers. Ce jeudi, les communes de Cocody et de Treichville ont été passées au peigne fin. Tous les panneaux publicitaires ont été débarrassés des affiches illégales. Il y a des panneaux précaires qui se sont posés ça et là, en dehors de la réglementation, et tout le monde s'érige en afficheur, et indirectement ça a un impact sur la propriété nationale et sur le métier des professionnels que nous sommes. Donc c'est un signe annonciateur de notre engagement à lutter contre l'insalubrité et contre tout ce qui est inapproprié, parce que les panneaux participent à l'embellissement de l'environnement des citoyens. On tient à la propriété de la ville d'Abidjan. L'émergence aussi, on veut aussi y participer. L'anarchie dans le milieu des panneaux publicitaires, la Chambre des afficheurs de Côte d'Ivoire n'en veut plus. Pour ce faire, un plan d'action est prévu. Nous avons décidé de mettre en place une brigade pour pouvoir suivre et continuer à nettoyer les panneaux pour que les panneaux restent propres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que nous comptons faire, c'est de faire des campagnes de communication auprès de la population pour que justement toute cette façon d'agir sur les panneaux puisse s'arrêter. L'opération Panneaux propres va s'étendre à plusieurs communes du district d'Abidjan et villes de l'intérieur. Objectif, leur donner un visage plus sain. En application des dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015, portant code du travail et du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés,
Le dimanche 7 août 2016, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 8 août 2016, le lendemain de la fête nationale, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Signé Moussa Dosso, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le CE Sport de San Pedro et l'ASEC Mimosa seront opposés en finale de la 53e édition de la Coupe nationale le samedi au stade, aujourd'hui donc samedi au stade Robert Champroux de Marcory. On revient sur ce point avec Salif Ouattara qui nous présente ici les enjeux de cette opposition. Qui sera le vainqueur de la finale de la 53e édition de la Coupe nationale? Ce samedi au stade Robert Champroux de Marcory, l'ASEC Mimosa sera face au CE Sport de San Pedro. Un choc en deux clubs rivaux, deux mastodontes du championnat national. Le CE, avec ses 3 titres de champion de Côte d'Ivoire, est monté en puissance tout au long de cette compétition, en s'appuyant sur la prestance de son portier, Diabaté Sek. Sauveur du Navi Seweke en quart de finale et en demi-finale lors de l'épreuve des tirs au but. Le coach, le Camerounais Messak Moril Njoya, pourra compter également sur son fusil d'assaut, Christian Kodjo Élysée, dont la justesse du pied a fait trembler plus d'un filet dans cette compétition. Dans les filets jaune-noir se trouvera Kwaku Kofi Hervé, le portier chouchou des actionnaires, qui n'a encaissé aucun but dans la compétition. Avec ses 24 titres de champion de Côte d'Ivoire et ses 19 coupes nationales, l'ASEC Mimosa est un expérimenté et un habitué des titres. Une habitude que l'entraîneur Siaka Traoré, dit Gigi, devra confirmer samedi à 16h GMT au stade Robert Champroux de Marcory, face à un CE Sport qui n'a jamais remporté cette Coupe nationale après 3 tentatives vaines. Après le foot, place maintenant au basketball. Dikembe Mutombo est le parrain de la NBA Junior Basketball Camp qui démarre ce 6 août au forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'occasion pour l'ex-star de la NBA de partager son expérience avec des jeunes joueurs. Koulibaly Seydou et Salif Ouattara, toujours de RTI Sport. Une vraie légende vivante de la NBA, Dikembe Mutombo est le parrain de la NBA Junior Basketball Camp qui se tiendra à partir du 5 août au forum de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'ancien pivot des Nuggets de Denver, des Hawks d'Atlanta, des Sixers de Philadelphie et des Rockets de Houston, élu à plusieurs reprises meilleur défenseur de la NBA, 8 fois sélectionné pour le All-Star Games, fera profiter les jeunes de son expérience. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un grand joueur? Avoir une compétence très forte, avoir un esprit très fort, avoir l'esprit de travailler ensemble. Après l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Sénégal et autres, le programme de la Ligue junior de NBA est à Abidjan pour la première fois. Une façon pour les organisateurs d'aider le basket ivoirien à grandir. Donner l'exemple aux jeunes qui pratiquent ce sport. Et Dikembe Mutombo, parti de rien en République démocratique du Congo, pour devenir une star de la Ligue américaine, ne ménage aucun effort pour s'investir dans le développement du basket et de la jeunesse africaine. 3 fois meilleur contreur de la NBA, 2 fois meilleur rebondeur, Dikembe Mutombo, qui invite toutes les autres stars du continent à s'investir dans le développement de l'Afrique, est un ambassadeur de choix pour le camp d'Abidjan. C'est le grand jour pour le Brésil. Le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro a été donné hier vendredi 5 août au soir au stade Maracana. Les tribunes étaient pleines pour cette soirée haute en couleur sur fond de crise profonde dans le pays. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, les premiers de l'histoire en Amérique du Sud, a débuté à 20h heure locale, 23h temps universel, dans l'écrin du mythique stade Maracana avec une ode de la musique brésilienne dans le mythique stade. L'hymne national brésilien a été chanté, accompagné de sa guitare par le chanteur carioca Paulinho da Viola, 73 ans, tandis que le drapeau du Brésil était hissé dans le stade. La soirée a duré plus de 3 heures avec une chorégraphie mettant en scène l'histoire tourmentée du pays et le traditionnel défilé de l'ensemble des 207 délégations. Quelques 37 chefs d'État ont assisté à la cérémonie d'ouverture, bien moins que les 80 présents à celle de Pékin en 2008 et les 70 de celle de Londres en 2012.
Le Soudan du Sud a accepté hier vendredi le principe de l'envoi sur son territoire d'une force régionale suite à de récents affrontements dans sa capitale Djouba au cours d'un sommet de l'organisation régionale IGAD à Addis Abeba. Au Tchad, l'opposition a décidé de maintenir son meeting ce samedi matin et sa marche prévue demain à N'Djamena malgré l'interdiction des autorités alors que l'investiture du président Idriss Déby Itno réélu en avril dernier pour un 5e mandat doit avoir lieu lundi. L'opposition, elle, cherche à faire entendre sa voix. Le fils de l'ancien président centrafricain François Bozizé a été arrêté hier vendredi. Il était visé par un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre. Et puis pour terminer, après avoir évoqué vidéo à l'appui une rançon versée par les États-Unis à l'Iran pour la libération d'otages, Donald Trump a finalement fait machine arrière et admis son erreur. Habitué des déclarations à l'emporte-pièce, le milliardaire fait pour la première fois son mea culpa, peut-être une façon de regagner l'électorat républicain qui se défie de plus en plus de lui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble.